je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que j'ai lus dernièrement. Il n'y en a pas beaucoup, mais je tenais quand même à faire un point avec vous dessus, puisque après on va bientôt changer de mois. Je commence avec deux petites lectures que j'ai faites hier tout simplement. Ce sont des nouveautés jeunesse qui viennent d'arriver à la médiathèque. J'ai lu Enola Holmes, le tome 7. C'est l'histoire de la sœur de Sherlock Holmes qui est une jeune femme, une jeune adolescente, je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais enfin bref, et qui elle aussi a le goût des enquêtes et de résoudre des mystères. Et donc en parallèle de son frère, elle résout des mystères. Je pense que vous avez dû voir passer soit les BD, les livres, ou alors le film qui est sorti aussi sur Netflix. Je ne sais pas si c'est des films, il y en a deux je crois. Enfin bref. Voilà, c'est l'histoire de sa petite sœur, et aussi vu qu'on est dans un Londres du, je sais plus, 17e, 18e, il y a toutes les règles de bienséance un peu à la Bridgerton pour les demoiselles qu'elle fait valser à fond. Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi particulièrement dans ce tome-là, c'est que dans tous les tomes, elle le fait, mais là, on a vraiment justement une ambiance assez historique qui montre que les femmes étaient très limitées dans leurs gestes, dans leurs paroles, et voilà. Donc franchement, j'ai bien aimé ce tome. Après, c'est de la lecture jeunesse, c'est pas extraordinaire non plus, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, ça a été un bon moment de lecture. Les graphismes, on les aime toujours autant. Ça fait très penser à Arcana, la série que je vous avais déjà présentée sur les tarots et les coven. Bref, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a eu Enola et les animaux fantastiques, pareil, tome 7. Oui, je fais pas exprès, c'est deux tomes 7 qui sont arrivés d'un coup. Là, on n'est plus sur l'histoire d'une jeune fille qui est, comment c'est, zoocryptologue, un truc comme ça, enfin bref. Elle est vétérinaire, mais pour créatures fantastiques. Et du coup, elle soigne des licornes, des griffons, des sirènes et tout, tout. Et dans ce tome-ci, c'est une sirène qu'elle doit aller soigner, mais pas que. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça vous spoil l'histoire. Mais c'est pareil, c'est de la BD jeunesse. C'est un graphisme coloré et qu'on adore. Je continue dans les BD, mais cette fois-ci ça sera des BD adultes. On est en train de faire pas mal de pilons, de désherbage dans notre médiathèque. Donc là j'ai vu des exemplaires qui allaient partir au pilon et je me suis dit ça serait trop bête que je les lise pas avant qu'on les enlève. Donc voilà, je me suis lancée à fond dans un auteur en particulier quand j'ai vu qu'elle en dégageait pas mal. C'est Tigli. Donc j'ai lu Forever Beach. C'est l'histoire de cette jeune femme et de ses deux meilleures amies. Et en fait, on découvre des anecdotes tout simplement de leur vie, de leurs amours, de leurs emmerdes et tout et tout. C'est un très simple, un peu comme, comment elle s'appelle, Margot Montin ou Pénélope Bagieux. C'est un humour très actuel, très contemporain. Donc franchement, j'ai énormément aimé. Comme je vous ai dit, c'est l'histoire de trois amis et de tout ce qui peut leur arriver comme anecdote. Et c'est truculent. Des fois on se retrouve dans certains personnages, des fois dans d'autres. Moi il y a pas mal justement d'amis qui ont fait écho à certaines situations, ça m'a fait très rire et j'ai beaucoup aimé. Du coup il y a deux autres tomes que j'ai lu tels, Autobiographie d'une fille gaga et Confession d'une glitter addict. J'arrive pas à le prononcer, c'est pas grave. Donc voilà, ces deux autres tomes. Là on est plus sur justement aussi de l'autobiographie, donc elle nous raconte des anecdotes qui lui arrivaient autour de ses passions, de ses addictions même, mais addictions pas dans le mauvais terme, hein. On parle pas de substance là, on parle plutôt de passion, de musique en l'occurrence. Elle est fan de Lady Gaga, de Miley Cyrus, et puis là c'est son addiction à tout ce qui est paillettes, dorées, très bling bling. Donc c'est pareil, beaucoup de petites scénettes, de petites anecdotes autobiographiques je pense, et très drôles, donc franchement c'est... Et il y a plein de petites situations où on peut se retrouver dedans, surtout en tant que femme, même il y a plein de choses qui vous arrivent quand vous voulez faire votre body summer par exemple et que finalement vous abandonnez ou que sais-je, bref, c'est assez drôle et on adore. Vous ne le voyez pas parce qu'ils sont juste là en bas, mais je suis une grosse fan de la saga The Immortal Instrument. Donc là, j'ai encore avancé un peu plus dans la saga, je suis contente. J'ai écouté un audiolivre, The Immortal Instrument, les dernières heures, le tome 1, que vous voyez juste ici. Alors, pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans notre univers, hein, mais il existe... la phrase culte, c'est tous les mythes existent. Donc il existe des fées, des loups-garous, des vampires, des démons, des anges et tout et tout. Et là on suit particulièrement ce qu'ils appellent des chasseurs d'ombres, c'est-à-dire des néphilim, des mi-humains, mi-anges. Et eux, leur rôle, c'est justement de veiller à l'équilibre entre l'humanité et toutes les créatures
de l'ombre, toutes les créatures fantastiques, histoire que voilà, tout se passe à peu près bien. C'est un peu des gardiens de la paix de notre monde. Et du monde magique. Comment décrire ça? Cette saga The Immortal Instrument, l'auteur a décidé de faire plein de trilogies différentes. Et on est sur des personnages, après on remonte sur d'autres personnages. Et quand je dis remonter, c'est remonter, hein. Genre, dans la première saga, dans The Immortal Instrument de base, il y en a 6 et on est dans les années 2000. Ensuite, on a les origines où on est dans les années 1700. Après, on a Renaissance qui du coup est après les 6 premiers. Et là, du coup, les dernières heures, on remonte à entre les origines et The Immortal Instrument des 6 premiers. Vous voyez un peu le délire? Parce qu'après, il y a une autre saga qu'elle a aussi commencé, donc c'est La Malédiction des Anciens qui, du coup, elle est après Renaissance. Voilà, vous avez compris, cette saga est énorme, elle est tentaculaire et j'essaye à peu près de me mettre à jour. Donc, là, j'ai lu les 6 premiers, les 3 origines, les 4 Renaissances, et là, donc, du coup, j'attaque les dernières heures. J'ai lu le tome 1 et je compte bien lire le tome 2 le mois prochain. Si je vous la fais courte, on est avec les enfants de The Origins. Donc on est dans les années 1800, quelque chose comme ça. Et justement, on est à Londres avec les enfants des protagonistes que l'on a suivis et qui du coup connaissent la paix et n'ont pas à affronter toutes les guerres que leurs prédécesseurs ont affrontées. Et à Londres, il se passe quelque chose d'assez mystérieux. Il y a beaucoup moins de démons qu'avant, voire quasiment pas du tout. Donc du coup, les chasseurs d'ombre se reposent un peu sur leur laurier. Ils s'entraînent toujours, mais ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés au danger autant que ça. Et se comportent du coup beaucoup plus comme des terrestres, comme des humains. Ils vont au bal, ils s'amusent, ils font des pique-niques et tout et tout. Et des événements vont arriver. On va suivre plusieurs personnages, mais on va dire qu'il y en a 2 ou 3 en particulier. On va suivre du coup Cordelia Caster, qui est une jeune femme dont le père a fait une bêtise et du coup se retrouve en prison. Elle va essayer justement de partir de la campagne, de revenir à Londres pour redorer le blason de son nom et de sa famille. Il y a Erondel, James Erondel, qui lui est l'aîné de la fratrie du coup des prédécesseurs qu'on a vu dans les origines, c'est lui l'enfant, qui du coup est un enfant pas de sang pur, en gros c'est un métis et il lui arrive des choses parce que justement il a des pouvoirs magiques qu'il ne devrait pas avoir. Et on suit aussi sa petite sœur du coup, Lucy, qui elle aussi a des caractéristiques qui ne sont pas propres aux chasseurs d'honte mais à une autre espèce. Et tout ça fait que, un peu à la Bridgerton, il y en a qui cherchent des amourettes et tout, on est vraiment dans ce délire là de Londres victorien. Bref, j'ai beaucoup aimé ma lecture et je me suis étonnée parce que je m'étais dit justement, comme ça fait encore une énième saga et encore d'autres personnages à appréhender et tout, ça va peut-être un peu être redondant. Et finalement, pas tant que ça, parce que la plume est toujours aussi bien faite, l'histoire, t'as toujours le page turner, t'as envie de savoir la suite, et les personnages sont attachants. Et en plus, comme je vous ai dit, comme on retrouve des liens entre eux, parce que du coup, moi, grosse curiosité, je suis allée chercher après sur le Wiki Fandom, du coup, c'était les ancêtres de qui, nanani, nanana, parce que justement, on suit toujours les mêmes familles, entre guillemets, mais du coup, ce sont des ancêtres ou alors des descendants à chaque fois. Et du coup, je me suis amusée à chercher ça va donner qui dans la truc original qui se passe dans l'an 2000 et tout. Donc ça, ouais. C'est une bonne lecture, mais il faut s'y accrocher parce que, comme je vous ai dit, c'est une énorme saga. Allez, donc, si vous aimez que les one-shots, ne commencez pas The Immortal Instrument parce que ça va être trop long pour vous. Ensuite, comme vous pouvez le voir juste ici, je suis énormément fan de Disney, des réécritures Disney qui sont faites à peu près dans tous les styles. Donc là, j'ai continué. J'ai lu Queen Council, tome 2, de Plumes et de Flammes. Là, on part sur l'histoire de Mulan et du coup, ce qui arrive après la guerre. Elle retourne dans son village, elle entraîne des femmes justement à sortir de leur rôle de mère, d'épouse ou de fille et à s'entraîner au combat. Et petit à petit, en fait, elle leur redonne confiance et elle leur permet de véritablement se défendre. Et elle va créer ce qu'on appelle une petite milice finalement. Les femmes vont être capables de protéger elles-mêmes le village.
Mais évidemment, ça ne peut pas s'arrêter là. Shang va revenir dans le village de Mulan et va l'avertir que l'empereur veut la voir. Donc elle va y aller et l'empereur va lui apprendre qu'il n'a pas d'héritier légitime et qu'il décide que comme c'est elle, l'héroïne de la Chine, que c'est une guerrière et qu'elle a le cœur sur la main et tout, en gros elle est parfaite, il veut que ça soit elle, son héritière. Mais le problème c'est que si elle devient héritière de l'empereur, évidemment ça veut dire qu'après elle va devenir la future impératrice, donc régner sur le royaume, et enfin sur l'empire, et elle considère qu'elle n'est pas du tout apte à ça. De plus, si elle devient la future impératrice, ça veut dire que son histoire d'amour avec Shang va passer à la trappe, puisque lui c'est un simple militaire, même s'il est, je sais plus, général ou colonel, et elle deviendrait l'impératrice. Donc c'est comme si elle devenait la reine, elle ne peut pas se marier avec un simple général, comme on dit. Donc voilà, c'est un peu plus historique et j'ai bien aimé, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues politiques, un peu à la Game of Thrones et tout et tout. Le côté fantastique qu'on pourrait avoir dans Mushu et tout, dans le dessin animé, est passé à la trappe, mais a été remplacé par autre chose que j'ai pas plus adhéré que ça, mais ça va, ça passe. C'est beaucoup mieux fait, je trouve, que dans Queen Concile, la Rose Rebelle. Même si du coup j'avais un effet de redondance, parce qu'il y a un certain discours, une certaine, comment dire, entité qui revient et qui du coup aide, et je pense que du coup va aider chaque héroïne de cette saga, qui m'a saoulée un peu. Ça faisait un peu trop déjà vu, un peu trop surfait, justement parce qu'on a déjà entendu ce discours dans le tome 1, donc pourquoi nous le remettre dans le tome 2? Et puis c'est un peu trop féminist washing à mon avis, mais bref, j'ai bien aimé, plus que le tome précédent. Mais c'est pas non plus un extrême coup de cœur. Donc je me demande si je vais continuer la suite, on verra. J'espère que ça reste dans cette vibe-là et que ça va en s'améliorant, que ça ira crescendo. Parce que pour le moment, le tome 1, je l'ai pas vraiment aimé. Et le tome 2, bien, mais sans plus. Ensuite, on continue dans les Disney. J'ai lu Happily Never After, le tome de Vanessa. Donc on est sur l'histoire de cette jeune femme que vous connaissez tous, Ursula je pense, de la petite sirène qui vit à Atlantica et qui est rejetée de tous et de toutes, puisqu'elle n'est pas une sirène, elle a des tentacules à la place d'une queue de poisson, et du coup les gens la méprisent un peu pour ça, pas un peu, c'est même totalement de la discrimination et du harcèlement, et du coup elle va aussi développer des pouvoirs magiques qui vont faire qu'elle va être la risée de tout le monde et elle va être considérée comme une sorcière. Pour se venger un petit peu, elle décide d'aller justement à la recherche de pouvoirs magiques pour devenir encore plus forte et pouvoir se ridiculiser ceux qui se sont permis de l'humilier quand elle était plus jeune. Du coup, elle va se transformer en humaine et elle va aller sur Terre, puisque elle pense qu'elle aura peut-être des réponses là-bas, il y aura peut-être plus de magie et tout. Elle va rencontrer un jeune homme, André Barros, qui lui est un jeune apothicaire. C'est pas un médecin, mais vous voyez, il soigne les gens quand même un peu dans la campagne. Et lui, son problème à ce jeune homme, c'est qu'il a une petite sœur qui est malade. Et en voulant bien faire, il va écouter quelqu'un qui va lui dire qu'il existe des antidotes et tout et tout. Et malheureusement, cet antidote va créer une chape de malédiction sur tout le village. Donc il essaye coûte que coûte de sauver son village de la malédiction que lui-même a emmenée. Et grâce à Vanessa, petit à petit en fait il mène l'enquête pour se délivrer du village de la malédiction. Enfin, lui c'est pour délivrer de la malédiction, et elle au final on se rend bien compte que c'est son mission. Elle veut aider ce jeune homme, mais c'est aussi pour justement s'accaparer la malédiction et son pouvoir. Enfin bref, j'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est bien écrit, c'est bien fait. Mais voilà, j'ai été surpris. Je sais pas à quoi je m'attendais exactement, mais pas à ça. Le personnage de Vanessa, là, il a été rendu un peu plus complexe, un peu plus intéressant, parce que du coup, ça lui donne un background de savoir comment elle est devenue celle qu'elle est devenue. La fin, j'étais un petit peu triste quand même, j'étais en mode... Mais après, oui, c'est un vilain, ça peut pas se finir bien. Mais d'un autre côté, je suis contente parce que justement, ça se finit pas forcément bien, on n'a pas le happy end qu'on veut, mais en même temps, ça explique ce qu'elle est devenue. Donc, franchement, c'est un tome que j'apprécie et j'ai hâte, du coup, de lire celui-là de Gaston. Je sais qu'il y en existe deux autres, Gaston et Yzma. Yzma, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement parce que l'univers du Cusco, non. Mais Gaston, je serais intéressante de voir ce qu'ils ont pu en faire, du coup, parce que La Belle et la Bête... je l'adore. Donc je me demande bien ce qui a pu arriver au personnage pour devenir celui-là qu'il est devenu. Et voilà, pour l'update, c'est fini. S'il y a des bouquins que vous avez lus ou que vous souhaitez parler avec moi en commentaire, il n'y a pas de souci. L'espace commentaire est juste là,
en bas pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker. Ça fait toujours très plaisir. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous et que vous faites de bonnes lectures. Je vous fais tout plein de gros bisous.